secrétaire d'État à la condition féminine. Cette émission, intitulée « Encore un jour et l'année de la femme, ouf, c'est fini », enregistrée le 30 décembre 1975 sur Antenne 2, avait pour principe de faire défiler des personnalités publiques dont il était avéré qu'elles étaient de fief et miso, et de demander sa réaction à Françoise Giroud. Les réactions de Françoise Giroud ne satisfont pas les insoumises qui décident de répondre, et les 4 féministes radicales entreprennent, ne voulant plus rester passives devant la télévision, elles entreprennent donc d'exposer les mensonges, le sexisme et le manque de rigueur de ceux et celles qui prétendent parler à leur place. Mazo et Miso vont en bateau a été, je pense pouvoir le dire, mais là je parle sous contrôle aussi de l'équipe du Centre Pompidou, je pense l'un des grands succès de l'exposition vidéo vintage, et a fait l'objet d'une restauration par le ZKM, ce dont on se réjouit. Malheureusement, l'extrait que je vais vous montrer, c'est pas extrait de la restauration, j'en suis contrainte, j'en suis désolée, pardon, j'en suis confuse, mais on va bientôt pouvoir retravailler sur la version restaurée. Alors, voici l'extrait. C'est un extrait un petit peu long, mais je pense que si on ne le voit pas dans la longueur, si on ne voit pas un extrait un peu long de Mazo et Miso vont en bateau, on ne comprend pas le principe extrêmement fin de désarticulation auquel les réalisatrices procèdent. C'est la fin du film, là. La dernière énormité prononcée par Françoise Giroud au cours de cette émission. La dernière, c'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière. Oh, je vais me perdre, tiens, prends le micro, Vous venez d'entendre l'avant-dernière énormité prononcée par Françoise Giroud au cours de cette soirée. Et maintenant, la suite de l'émission. C'est un extrait de L'homme tranquille de John Ford avec John Wayne et Maureen O'Hara. Et ça va vous paraître encore beaucoup plus drôle si, à la place de John Wayne, vous imaginez Alexandre Sanguinetti. Je s'y attendais pas. Donnez-les-moi. Je vous paierai. Jamais. Notre marché est rompu dans ce cas. Vous pouvez garder votre sœur. Ce sont vos coutumes, paraît-il. Pas de fortune, pas de mariage. Nous sommes quittes. On en revient aux vaches d'Anne Sylvestre du début, c'est-à-dire que cette pauvre Maureen O'Hara est traitée exactement comme
Ah oui, c'est intéressant. Bon, enfin, il y a une relation avec différente. Son mari, comment il la traîne, hein, c'est... Et ça, j'ai bien compris, c'est son frère qui a fait comme ça. Ah oui, c'est intéressant. Bon, enfin, il y a une relation avec différente. Son mari, comment il la traîne, hein, Ça, j'ai bien compris, c'est son frère qui a fait comme ça. Ah oui, c'est intéressant. Bon, enfin, il y a une relation avec différente. Son mari, comment il la traîne, hein, Ça, j'ai bien compris, c'est son frère qui a fait comme ça. Ah oui, c'est intéressant. Bon, enfin, il y a une relation avec différente. Son mari, comment il la traîne, hein, Ça, j'ai bien compris, c'est son frère qui a fait comme ça. Ah oui, c'est intéressant. Bon, enfin, il y a une relation avec différente. Son mari, comment il la traîne. Ça se passe en Irlande. Ah bon, c'est les sauvages, les Irlandais? Non, mais ils sont un peu violents. Ça se passe en Irlande. Vous n'aurez pas la Lorraine, et malgré tout, nous resterons français. Ça se passe en Irlande. Ah bon, c'est les sauvages, les Irlandais? Non, mais ils sont un peu violents. C'est notre cœur, vous n'aurez jamais. Aucune image de la télévision ne veut ni ne peut nous refléter, c'est avec la vidéo que nous nous raconterons, est extrêmement importante parce qu'elle synthétise finalement la démarche d'auto-représentation politique dans laquelle les féministes se lancent à la même période, et ça représente aussi très bien évidemment la démarche de Carole Roussopoulos quand elle s'empare de la vidéo dans un contexte collectif. Mazoué Miso, Mon temps bateau, va être, c'est très exceptionnel, projeté en salle au sein de l'entrepôt. Il va rester 3 semaines à l'affiche avec un dispositif très particulier puisque c'est des moniteurs qui sont placés au dos des sièges. Et il faut savoir que c'est la bande vidéo la plus demandée incontestablement dans les années 70, un milieu militant en tout cas. On estime à environ 300 000 spectateurs et spectatrices à la fin de l'année 1980, ce qui est absolument gigantesque. Ce chiffre n'est évidemment atteint par aucune autre bande vidéo, en particulier militante. Mais pendant cette décennie, et ça je vais ouvrir un volet un peu moins connu du travail de Carole Roussopoulos, pendant cette décennie, Carole Roussopoulos va en fait tourner en vidéo aussi pour des artistes, et en particulier pour des femmes. C'est une dimension extrêmement méconnue de son travail. Elle tourne ainsi pour Gina Pan, pour Orlan, pour Michel Journiac. Elle considère, quand elle travaille pour elle et lui, qu'il s'agit d'un travail de commande, c'est-à-dire qu'elle fait l'image, mais ce n'est pas elle, à proprement parler, qui assure la réalisation. Et quand elle en parlait, elle évoquait en fait un travail avant tout alimentaire. Je citerai Carole Roussopoulos dans un entretien qui doit être en ligne encore, je pense, que je vous invite à lire avec Julia Moutou. Carole Roussopoulos donc explique que sa collaboration avec Gina Pan ne s'inscrit pas vraiment dans le domaine qui lui est propre. Elle a effectivement travaillé pour elle pendant 2-3 ans. Elle cite les années 73-74. En fait, elle fait aussi un certain nombre de tournages en 75, donc c'est plutôt 3 ans. Pendant le laps de temps où j'ai travaillé avec elle, j'ai filmé donc la plupart de ses actions à Paris, mais aussi à Naples. Je trouvais le travail de Gina Pan assez dur. Lorsqu'elle se mettait sur le visage des asticots ou se coupait l'oreille, je trouvais cela violent. J'avais toujours peur qu'il y ait des complications. Je pensais qu'elle se mettait vraiment en danger. Les asticots posés sur sa figure étaient susceptibles
par exemple de rentrer dans son nez, ses oreilles, ses yeux. C'était assez impressionnant. Ces bandes vidéo, notamment autoportraits, action psyché, death control, sont justement conservées dans les collections du Centre Pompidou. Donc on a la chance de pouvoir voir des extraits ensemble, sinon elles sont très difficiles d'accès. Donc je vous montre un premier extrait d'Action mélancolique 2x2x2. C'est une vidéo, enfin c'est une performance dont vous allez voir un extrait du constat vidéo qui a été réalisé par Gina Panay en octobre 1974 à Naples. À la fin de l'action, dos au public, la plasticienne prend une lame de rasoir et coupe le bord de son oreille droite en hommage à Van Gogh. Et il y a une petite censure de mon montage, je ne l'ai pas ici. Donc je vais vous montrer les asticots de l'action d'Aston. Je vous prie de m'excuser, là j'ai un petit... Bon, je vous montre cette action. Effectivement très très impressionnante. Finalement, cette conférence aura concerné essentiellement les années 70, mais avant de passer la parole à la salle, j'aimerais quand même tracer quelques traits, quelques éléments, donner quelques éléments sur les décennies ultérieures, puisque le travail de Carole, il ne faut pas le saucissonner, bien que j'y ai été contrainte de fait. Elle a évidemment continué à travailler donc jusqu'à sa disparition en 2009, et sa filmographie post-vidéo des premiers temps, donc post-années 70, mérite aussi d'être évoquée, travaillée, réévaluée. Donc les années 80. Les années 80 vont représenter un tournant majeur qui est évidemment marqué par la professionnalisation de la vidéaste. Les questions financières pèsent lourdement dans le contexte de la fin des années 70, début des années 80, sur les collectifs de vidéos militantes, et de plus en plus, en fait, dès 1976, et l'apparition de nouveaux matériels, beaucoup plus onéreux, notamment le matériel vidéo humatique. Carole Roussopoulos s'explique, avec l'arrivée du nouveau matériel couleur plus cher, du prix d'une 2 chevaux, on passe à celui d'une Rolls. Les groupes indépendants tels Video Out ont un virage financièrement difficile à prendre. À cela s'ajoute bien sûr le reflux des mouvements révolutionnaires et à discuter évidemment aussi une évolution du mouvement féministe lui-même qui, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et l'arrivée d'Yvette Roudy au ministère des droits de la femme, connaît aussi une évolution, une sorte d'institutionnalisation partielle. Les problèmes de production vont influer bien sûr sur la reformulation du cinéma d'intervention et sur son rapport au professionnalisme. À ce moment-là, beaucoup d'anciens vidéastes militants vont finalement se lancer dans des actions de lobbying en direction de la télévision, pour essayer d'y rentrer. Pour ceux qui y resteront dans cette pratique finalement audiovisuelle, puisque beaucoup de collectifs vont bien entendu disparaître à ce moment-là. Carole Roussopoulos et ses compagnes du MLF continuent dans un premier temps à travailler avec leur matériel vieille génération jusqu'au début des années 80.
Mais ces problèmes financiers vont devenir vraiment de plus en plus lourds et vont conduire à l'ouverture, à la fondation du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui ouvre ses portes en juin 1982 à Paris, rue Maurice Ripoche, dans le 14e. Non, c'est la deuxième. C'est Hippolyte. Non, si, c'est Maurice Ripoche, excusez-moi. C'est absolument ça, dans le 14e, c'est une petite maison que vous allez voir sur l'image suivante, qui n'est pas rentrée non plus là. Ah, il y a quelques images qu'on sautait. Donc, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir est une structure associative. C'est le premier centre de production et d'archivage de documents audiovisuels consacrés aux femmes, créé grâce au soutien financier du ministère de Yvette Roudy. L'enjeu pour ses fondatrices, et vous reconnaîtrez trois des insoumises, Carole Roussopoulos, Ioana Wider et Delphine Seyrig, les anciennes insoumises donc, ont pris conscience évidemment de la nécessité de conserver une mémoire audiovisuelle de l'histoire des femmes et de favoriser leur création. Donc il y a une jonction qui s'opère entre les engagements féministes et artistiques. Ce centre va archiver la vidéo des premiers temps, mais va aussi produire un certain nombre de documents sur l'histoire immédiate des femmes. Carole Roussopoulos va quitter le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir en 1984, donc très rapidement après son ouverture, et elle va transformer l'ancien collectif Vidéo en SARL, donc signe des temps, évolution, et se lancer dans un travail qui sera de plus en plus marqué par des commandes, comme elle l'explique elle-même, mais des commandes qu'elle saura toujours très astucieusement soit détourner, soit aller solliciter pour en fait faire ce qu'elle voulait elle-même mener. Carole Roussopoulos a trouvé, et ça je la cite, terrible les années 80, le manque d'humour, l'institutionnalisation, les bureaux de l'égalité. J'ai évidemment continué à faire mon métier, mais ce n'était pas la fête, ce n'était plus la fête, la rigolade, la sororité, ce n'était plus le rêve, c'était autre chose. Donc elle rejoint le centre, elle fonde le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, donc elle explique évidemment que c'était un très beau projet. Et dans les années 80, elle va aussi commencer, reconnaît-elle, à être payée pour ce qu'elle fait. Elle commence à gagner de l'argent à ce moment-là, à monter de véritables productions, en particulier au sein de Vidéo Out. Mais, c'est la contrepartie, là je la cite, à faire des sujets plus plan-plan, parce qu'il fallait pouvoir manger. Donc à ce moment-là, elle réalise notamment un certain nombre de publicités pour Intermarché, que je n'ai pas encore retrouvées, mais il faut aller les chercher, il faut juste les identifier, à mon avis, dans les archives audiovisuelles d'Intermarché. Elle m'en a raconté quelques-unes, qui avaient l'air quand même extrêmement drôles. Donc, à mon avis, ça vaut vraiment le coup, évidemment, de les retrouver. Donc, elle n'avait plus, dit-elle, les associations avec les féministes rigolotes et subversives. Elle rentre dans des sujets plus conventionnels, mais peut-être moins marrants que dans les années 70, mais extrêmement importants, et là c'est moi qui le dis. Elle tourne notamment avec Ioana Wider un portrait de Flo Kennedy. Elle tourne énormément de films sur des professions de femmes méconnues, agricultrices par exemple, conchylicultrices et autres travailleuses de la mer. Et elle tourne un certain nombre de films aussi, elle lance toute une série autour de l'inceste, le tabou des tabous, comme elle le disait elle-même. Et là, je vous en montre un extrait, donc de L'inceste, la conspiration des oreilles bouchées, qui est un film de 1988, extrêmement important, début d'une série autour de ces questions. Je pense que mon comportement a dû tout de suite changer parce que je me rappelle qu'à partir de ces vacances-là, je me suis mise à m'arracher les cheveux. J'avais un grand trou là et là. Personne ne s'est posé de questions, évidemment. Enfin, évidemment. La seule chose qu'on a faite, c'était de m'engueuler parce que je m'arrachais les cheveux, c'est tout. Après, bon, je ne l'ai plus fait. Ça s'est calmé. À l'école, ouais, les profs non plus ne m'ont pas posé de questions. Ils ne sont pas été chercher pourquoi je faisais ça. Je sais que j'avais dit, moi, ce qui s'était passé dans mon école, que je l'ai dit en confession, avec énormément de mal, en m'évanouissant. On est sorti du confessionnal. Je l'ai dit très, très, très difficilement et simplement avec la certitude que si je parvenais à le dire, ça cesserait.
Ensuite, je l'ai redit à la mère supérieure, et après on a appelé mes parents en demandant s'ils voulaient bien venir, et je l'ai redit devant eux. J'ai même fait des dessins, 3 dessins. Et je ne crois pas qu'on ne m'ait pas cru, ça me paraît impossible. Enfin, beaucoup de petits faits ou signes l'ont montré, on n'a jamais pensé que je ne disais pas vrai. Je me suis rappelé très très longtemps absolument tout ce qu'il avait dit, mais tout, ça a dû durer 8-9 minutes, et j'ai très très bien vu que comme ça retournait, enfin c'était plus possible à entendre, et à la fin la mère supérieure a dit qu'on oublierait ce que j'avais dit et qu'il fallait que je leur demande pardon. Et j'ai dit, papa, je vous demande pardon d'avoir fait ça. Et on m'a dit, mais non mon petit, d'avoir dit ça. Et j'ai dit, je vous demande pardon d'avoir dit ça. Et je suis rentrée chez moi avec voilà. Ouais, moi je crois que à l'institutrice, je reproche de ne pas avoir essayé, j'aurais peut-être pas parlé tout de suite, mais je suis persuadée qu'il y avait des choses, je sais pas, dans le dessin, dans le comportement que j'avais, au lieu de convoquer 3 fois mes parents. Moi à cette époque-là, il n'y avait pas de psychologue scolaire et tout ça, mais je pense que c'est l'enfant qu'il faut interroger, interroger, c'est pas interroger, c'est avec l'enfant qu'il faut discuter pour savoir ce qui se passe. Et je dis pas que je l'aurais dit tout de suite, ou j'aurais peut-être pas trouvé les mots, mais je pense qu'un adulte, s'il était un petit peu sensibilisé, aurait pu comprendre. Chaque production réalisée par Carole Roussopoulos dans les années 80, 90, 2000 permet des prises de conscience collectives, puisqu'elle va continuer à défricher des terrains négligés. Je parlais de profession de femmes, mais elle va aussi explorer des terrains tels que les violences faites aux femmes, le viol conjugal, l'excision, le combat des lesbiennes, les études sur le genre, et les personnes âgées, le don d'organes, les soins palliatifs, le handicap, la mort des malades, la souffrance des soignants, des familles, etc. Donc Carole était une défricheuse. Le moteur de sa révolte, comme elle aimait à le dire, le moteur de cette énergie qu'elle déployait, c'était finalement son incapacité à supporter le manque de respect à l'égard des autres. Un autre film emblématique, je trouve, de cette approche et de la prise de conscience que suscitait et suscite encore ces films, c'est Les Hommes Invisibles, un film qu'elle réalise, produit par la Fondation de France, qu'elle réalise en 1994, sur les sans-abri. Et ce film a provoqué une sorte de séisme et a inspiré en fait une avancée extrêmement sociale importante, puisque ça a conduit à la création du SAMU social. Je vous en montre un extrait court. Ah bon, encore En gros, jusqu'à présent, on reçoit quand même dans les 400 personnes par jour. Disons que, c'est des gens qui sont ramassés dans la rue, qui arrivent ici plus ou moins en détresse physique et morale. C'est pas facile de vivre dans cette détresse humaine toute l'année. Si on n'avait pas des satisfactions et être motivé, on ne pourrait pas, parce qu'on ne s'habitue pas finalement, on ne s'habitue pas. Les gens qui viennent ici ont été très souvent non vus, invisibles à l'hôpital, invisibles. Quand vous voyez que vous avez des poux, il ne faut pas hésiter à venir vous voir, qu'on vous lave et qu'on vous mette un produit, avant d'avoir des lésions comme ça. Parce que là, c'est infecté, puis ça va être beaucoup plus long à guérir. Moi, je dirais que ça remonte à 10-12 ans. Il y a une culture économiste, dans laquelle on pense budget global, rendement et investissement. Et donc, quand on a commencé à penser comme ça, on n'a plus pensé aux hommes qui étaient derrière. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour voir le médecin? Chacun son tour. Venez.
On a le papier, on attend tous pour ça. C'est les bons d'hébergement, on les fera en fin de matinée. Hein, alors. Oui, et les médicaments. Je suis venu tout seul, volontiers, pour me faire soigner. Moi également, je suis venu volontairement pour... bon, ben, j'ai eu un problème de circulation, et puis bon, ben, il fallait que quelqu'un me soigne, étant donné que je n'ai pas de sécurité sociale, rien du tout. Dans les autres hôpitaux, j'ai été refusé. Moi, naturellement, si je suis naturellement, je suis comme les autres, c'est pour par plaisir. Mais comme je sais qu'ici, je suis soigné et ça ne me coûte rien, donc, heureusement, je dis à ça. Il fallait que je paye 2000 balles pour me faire opérer. Ben, j'ai dit au revoir, adieu. Si j'arrivais ici, aujourd'hui, le lendemain, j'étais opéré et je n'ai pas payé un centime. Moi, je me suis fait avoir mes papiers, je suis tombé ici. Et depuis, on m'a trouvé tellement de choses que je suis là, maintenant, je suis en train de me faire soigner. Je suis démuni complètement. J'ai un fils et tout ça, on fait passer des radios et tout. Et c'est très bien parce que j'ai fait d'autres centres, mais il n'y avait pas d'antenne comme ici qui aide. Carole Roussopoulos, dans les années 80-90, Christine l'a rappelé tout à l'heure, a eu aussi une autre activité que je ne vais pas développer, c'est qu'elle a été directrice et programmatrice du cinéma L'Entrepôt. Elle a repris la direction après Frédéric Mitterrand entre 86 et 94, et elle a été une programmatrice extrêmement exigeante, également découvreuse. C'est un point que j'aurais aimé développer, mais ça n'est pas possible maintenant. Donc 95, elle retourne vivre en Suisse, dans le Valais, et elle se lance très rapidement, quelques années plus tard, dans un grand projet qui est Debout, une histoire du mouvement de libération des femmes, un film qui retrace, un long métrage documentaire qui retrace cette histoire, en alternant images d'archives et entretiens avec des pionnières du mouvement en France et en Suisse. Il s'agit pour elle de rendre hommage à ces femmes, à leur humour, dans une perspective de transmission d'une histoire occultée, mais aussi de mobilisation, puisque Carole était persuadée que les jeunes femmes, les jeunes générations, en voyant ce film, en voyant les images d'archives et les yeux qui brillent, comme elle le disait 30 ans, maintenant 40 ans après, eh bien, ces jeunes générations ne pouvaient qu'être emportées par le souffle, et ces images ne pouvaient que casser un certain nombre de clichés, de stéréotypes, en voyant ces militantes si belles et pas du tout dogmatiques. Je cite Carole Roussopoulos. De fait, ce film circule beaucoup, il était encore projeté la semaine dernière au cinéma La Clé dans le cadre du festival Attaque. Je ne vais pas vous en montrer d'extrait puisque nous n'en avons pas le temps, mais ce film qui dure 1h30 est un film aussi synthèse, je dirais, qui reprend beaucoup d'enjeux, de pratiques, développé par Carole Roussopoulos, évidemment, au cours des années 70. Dans les années 2000, grâce à Debout, elle s'est recréée des réseaux féministes en Suisse, parce qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse, et elle se lance, elle reprend le travail des fricheuses tel qu'elle l'avait développé en France, et elle va traiter toujours de sujets occultés, négligés. Et je citais tout à l'heure la question notamment du cancer, des soins palliatifs, qui est un point important de son travail, des jeunes dans les prisons, etc. L'année de sa disparition et l'année qui a précédé, en 2008-2009, Carole a beaucoup travaillé, sa filmographie donc en témoigne, un film sur les mariages forcés, un autre sur le cancer, qui s'appelle « Ainsi va la vie, de la peur à l'espoir », et un autre film, Pramon, une deuxième chance, dans lequel de jeunes résidents d'un centre éducatif fermé, situé en Valais, s'expriment. Ils se voient confier la caméra de Carole Roussopoulos et ils expriment devant la caméra leur espoir en l'avenir. Et puis, dernier travail, aujourd'hui inédit, sur lequel je veux conclure cette conférence qui a beaucoup débordé déjà, un film autour de Delphine Seyrig, un projet très important qui lui tenait extrêmement à cœur, un portrait de Delphine Seyrig en actrice certes, mais aussi en vidéaste et féministe. Ce film, qui s'est d'abord appelé Delphine Seyrig par elle-même,
Le principe était évidemment travaillé à partir des archives et des films qu'elle-même avait tournés. S'appelle finalement Delphine Seyrig, un portrait. Et il est aujourd'hui inachevé. Au moment de sa disparition, Carole y donnait sa dernière touche. Mais on a essayé de lancer sa production avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, parce qu'il y a beaucoup d'archives qui viennent de la télévision. Hélas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le projet est en suspens, puisque aucune des télés ne répond favorablement à cette proposition, Delphine Seyrig n'étant jugée pas assez encore connue, nous a-t-on répondu. Je vous en montre un extrait, vous allez revoir Carole en plus en images, et Johanna Wider, Villa Sera, là où vivait Carole à Paris. Et vous reconnaîtrez une petite fille qui n'est autre que la fille de Carole Roussopoulos, la peintre Alexandra Roussopoulos. Zoom, mais ouvre d'un diaph. Oh ben vas-y, lis. Féminin. Féminine, qui est propre à la femme. Cette femme si peu féminine redevient femme, comme on les aime. Pas de masculin. Masculin, qui est propre à l'homme. Courage masculin. Elle est assez belle, mais trop masculine. Métier masculin. On a chacune nos raisons de faire la vidéo. Moi, c'est, je crois, principalement parce que je suis une actrice et que j'interprète toujours les choses des autres et que j'aime bien, de temps en temps, avoir une expression à moi et dire ce que moi je pense de certaines choses ou traiter des sujets qui, moi, m'intéressent. Zoom encore un peu. Attends, mais voilà. J'ai pas le même cadre dans la... Voilà. Tout petit peu le coin. Juste un moment de lumière. Eh ben, l'intelligence... Attends, dézoome un peu Delphine, parce que le complément. Oui, mais... Voilà. Pour conclure, je dirais que Carole Roussopoulos, en fait, est toujours restée fidèle à cette pratique politique et sociale de la vidéo des premiers temps. Dans les années 2000, elle aimait à se définir comme une passeuse, métaphore issue du volleyball, tu prends la balle et tu la passes. Ou encore, on l'a entendu tout à l'heure, elle aimait aussi se définir comme écrivaine publique. La clé de son travail, et je pense qu'on en trouve bien les racines dans les années 70, c'est de filmer des personnes, je la cite, qui ne sont pas au fond du trou ou en période de chute d'identité terrible, mais qui ont compris ce qui leur arrive. Dans mes films, toutes les femmes, toutes les victimes de violences sexuelles, par exemple, ont analysé les mécanismes qui font qu'elles en sont là où elles en sont et qui veulent aider les autres à s'en sortir. Elles ont en commun une forme de conscience de leur situation et la conviction que l'audiovisuel est un moyen de sensibiliser le public aux horreurs qu'elles ont vécues. Je ne pourrais pas filmer une personne larguée qui n'a pas compris ce qui lui arrivait. Je trouverais ça indécent. Et je penserais plus utile qu'elle fasse un travail personnel pour comprendre ce qui lui arrive. La priorité ne serait pas de faire un film et de s'adresser à d'autres. En dénonçant ce qui arrive, on quitte la situation de victimisation dans laquelle souvent on est enfermé. On devient moteur de sa propre vie. De fait, les femmes, par exemple, les femmes excisées, dans Femmes mutilées plus jamais, les femmes qui témoignent contre les mariages forcés, en dénonçant à l'écran ce qui se passe, font gagner des années de lutte
Et le travail de Carole Roussopoulos a considérablement contribué à faire avancer les consciences sur un certain nombre de problèmes. Et je citais tout à l'heure, parce que je pense que là, il y a eu un enjeu énorme, sur l'inceste. Le film dont j'ai montré un extrait tout à l'heure a même conduit à faire changer la loi, comme la création du SAMU social avec les invisibles. Voilà, donc le travail de Carole Roussopoulos est vaste, riche. Il y a encore énormément de choses à retrouver, puisque je disais qu'il y avait environ 150 films qui avaient été tournés et montés. En réalité, on en retrouve sans arrêt, on retrouve des traces dans des filmographies. Donc elle a énormément travaillé. La plupart de ces films sont conservés dans les fonds de la médiathèque Valais à Martigny, donc en Suisse, et là ce sont les originaux. Et des copies, des sauvegardes, se trouvent dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France. Il y a quelques bandes vidéo au Centre Pompidou. Et il y a aussi des copies de consultation dans un certain nombre de lieux, et notamment au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris. Beaucoup de restaurations méritent d'être entreprises, comme ça a été le cas pour Mazo et Mizo vont en bateau. Et hélas, on s'en aperçoit quand on regarde des extraits plus récents, même pour des films qui ne datent que des années 80, 90 et même 2000, ces supports nouveaux sont extrêmement fragiles, puisqu'elles tournaient et elles sauvegardaient ces films ensuite, souvent sur support mini-DV, et la mini-DV, c'est aussi extrêmement, c'est un support extrêmement fragile. Donc tout le travail, même récent, de Carole Roussopoulos, il faut bien veiller à le sauvegarder. Voilà. L'enjeu est maintenant, bien sûr, de laisser la parole à la salle, qu'on puisse discuter. C'était difficile de parcourir 40 ans de travail, donc évidemment, les décennies ultérieures ont été à peine effleurées. Je vous remercie. C'est là s'il y a des questions. Moi, j'avais envie d'entendre Hélène Châtelain. Est-ce que tu peux nous donner plus d'éléments sur Pierre Auvernais, la bande, le contexte dans lequel ça a été tourné? Et là, moi, il faudrait que je sorte mon enregistreur que je n'ai pas. Ah, mais ça. Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir trouvé ce moment qui n'est pas existé. L'histoire de Pierre Auvernais, pour moi, a été un véritable. Je ne sais pas quel mot trouver. C'était pas une marche à franchir, c'était pas une crevasse. C'était un moment où le militantisme ouvrier était dans une étrange puissance d'idées, puissance d'idées formulées, avec des formules souvent qui tombaient, qui claquaient. Et effectivement, j'ai rencontré Auvernais. Alors comment j'ai rencontré, je ne sais plus. Je sais que j'ai été voir sa famille. Et c'était le moment où Auvernais était une étiquette. C'était incroyablement violent par rapport à des pratiques, à des marches, à des banderoles qui étaient censées être très violentes. Et cette violence-là, elle était absolument... J'ai toujours peur des mots qui vous entortillent après. Donc, elle était difficile, très difficile à supporter. Et donc, Auvernais est mort. Et toute cette histoire, pour moi, a été vraiment une histoire de remise en question très très profonde du travail que je faisais. Je avais été là, enfin, c'est pas du tout pour... Donc, il y a eu une immense marche officielle de Pierre Auvernais. Ses parents n'étaient pas... Ils n'avaient même pas pensé qu'il y avait des parents. Donc le fils venait de mourir. Je veux dire que c'était d'une violence qui se roulait dans une bonne conscience qui était absolument indépassable. Pour moi, c'était un moment très très signifiant.
je ne suis pas quelqu'un qui a dire que je ne parviens pas à tourner, j'écris, quand je n'arrive pas à écrire sur une chose. Je suis quand même partie assez longtemps en Russie, parce que j'avais l'impression que je me noyais dans un milieu et que j'avais besoin de m'en sortir aussi. Il se trouve que la Russie, c'est mon pays, donc j'ai beaucoup tourné. Et enfin, on a tourné à deux, parce qu'il y avait un compagnon, enfin, Yossif Pasternak, qui n'a rien à voir, comme il dit en soupirant, que c'est pas du tout le bon Joseph et qu'il n'est pas du tout le bon Pasternak. Et donc effectivement nous avons travaillé à deux parce que c'était des années c'était juste après le mur, et des années qui étaient un peu difficiles parce que je ne voulais pas aller dans les grandes villes. Et donc c'était une grande marche, on a beaucoup marché. Et les gens que j'ai rencontrés, c'était aussi des marcheurs de leur vie, de leurs questions. C'est vrai que c'est très grand la Russie, donc on peut marcher longtemps sans vraiment en voir le bout. Et donc ça a été pour moi une rupture importante aussi. Enfin une rupture, pas une rupture, juste un pas de côté. Voilà. J'aime pas les ruptures. Parce qu'après pour recoudre c'est compliqué. Non, il ne faut pas rompre, il faut juste faire un pas de côté, quoi. C'est plus simple. Enfin pour moi en tout cas. Voilà. Alors Auvernais, donc toute l'histoire d'Auvernais pour moi a été absolument symbolique. Je l'ai vécu minute par minute. C'était pas une question de remise en question, c'est que là aussi c'était un pas de côté par rapport à toute une pratique militante, surtout liée au monde du travail. Il y avait à l'usine. Et je me souviens, c'était pas du tout pour un moment, enfin, c'est vrai que j'ai travaillé avec Gatti et que nous travaillions à l'usine, je ne me souviens plus du nom, une grosse usine, je vais la retrouver. Et il y avait d'autres groupes qui travaillaient et qui donnaient les caméras pour nous ouvriers. Et moi, je me trouvais devant une population sans doute la plus riche de toutes les émigrations que j'ai vécues. C'est vrai que je suis très sensibilisée à l'immigration, je viens des émigrés, et c'est souvent très très difficile d'arrêter le flot des paroles, parce que venir de l'immigration, moi je crois que c'est une immense richesse. Voilà, c'est pas du tout une catastrophe. Et voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas comment ça va raconter. Du coup, j'en profite pour signaler que l'une des prochaines séances de ce nouveau sous-cycle de vidéo et après, lié au programme du LABEX, portera sur le lion saccage et ses ailes. Donc tu reviendras en tant que réalisatrice. Et de mémoire, et là je parle sous contrôle d'Étienne et de Christine, je crois que ce sera le 20 février. Ouais, c'est formidable. C'est ça, hein, c'est le 20 février, je ne me trompe pas. Oui, c'est formidable. Tu reviendras avec Stéphane Gatti, avec Jean-Jacques Ocard, Armand Gatti, mais on n'est pas sûr qu'il puisse venir, je crois. Mais, voilà. Non, il viendra. Il viendra, j'espère qu'il sera à Paris voilà, le 20 février, c'était le petit doute qu'on avait. Ça, c'est les coulisses. Normalement, il sera ici, bien sûr. Merci, Hélène. Et on te prépare une copie pour que tu revoies l'intégralité de... Oui, non, c'est... Je savais, enfin, j'avais même pas pensé qu'il pouvait y avoir... Qui c'est que t'as tourné? C'est pas moi qui l'ai tourné. Mais écoute, j'entends ta voix, on entend ta voix dans un certain nombre de séquences. Et on voit Paul Poulos à l'image. Et je pense que vous l'avez tourné, Carole et toi. Oui. Et avec Paul à certains moments présents, puisqu'on le voit à l'image. Mais Carole m'en avait parlé et elle m'avait parlé de coulisses. Voilà, où en gros, vous étiez quand même vous étiez proche donc de sa on était très proche et lointaine. Non, mais de sa compagne. Ce qui rend les liens très forts. Non, je pensais, entre vous, mais je pensais à la compagne de Pierre Auvernais, que vous aviez rencontré, c'était par son biais en fait aussi. Oui, mais toute l'histoire d'Auvernais était tellement emblématique.
travers sa mort, à travers le travail qu'il faisait à l'usine, comment après ça a été récupéré. Moi, je n'ai pas le mot récupéré, disons, ça a été dit autrement. Voilà. Ça a été dédié. Enfin, le film est absolument incroyable. C'est un portrait, en plus au moment même de sa disparition, quelque chose d'extrêmement troublant, par des personnes qui en parlent d'une manière qui est tellement loin, effectivement, de l'étiquette ou des images qui sont placardées à la même époque dans Paris. Non, c'est très très impressionnant. Donc voilà, le film mérite d'être vu en intégralité. Il se trouve, pour les personnes que cela intéresse, dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France. C'est la BNF, l'espace côté chercheur, qui a sauvegardé cette bande. C'est formidable. Je ne savais pas. En tout cas, merci. C'est un vrai cadeau. C'était juste pour une précision sur la période où Carole a quitté le Centre Simone de Beauvoir. Présente-toi, Nicole. Ah, pardon. Nicole Fernandez-Ferrer, donc du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, que j'ai quitté, ça peut paraître bizarre puisque j'y travaille maintenant, mais je l'ai quitté à la même époque avec Carole. Et c'était pour revenir sur Intermarché qui vous a fait rigoler. Je pense qu'on peut retrouver effectivement ce qu'on a filmé, puisque j'ai filmé avec Carole. C'est Intermarché, en fait, permettait d'avoir de l'argent pour payer des machines, entre autres. Parce que les machines, comme Hélène l'expliquait, coûtaient très cher. Il a permis de tourner des sujets où il n'y avait pas du tout d'argent, par exemple avec des gens de la TD Carmonde ou avec des femmes qui étaient sans emploi. Et donc, en fait, c'était une façon, Intermarché, payé, je ne savais pas du tout, il y a des gens, pour faire des films sur lesquels il n'y avait pas de budget. Donc, je pense que c'est aussi très caractéristique de Carole, et c'est ce qu'elle a fait aussi à l'entrepôt quand il y avait moins d'argent. Le restaurant permettait de payer les projections de films. C'est une espèce de troc ou de balance, je ne sais pas comment l'appeler, qui était très intelligente et voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Oui, des montages financiers extrêmement astucieux, effectivement. Et un art du détournement aussi. Mais tout à fait légal, hein, mais de manière de réutiliser effectivement l'argent pour sur d'autres projets. Il y a juste une petite chose que j'avais envie de vous dire, c'est que la semaine dernière, il y a eu une semaine féministe chez nous. À la Parole errante. À la Parole errante. Nadia était là, donc tout était bien. Et j'ai été extraordinairement touchée, extraordinairement je ne sais pas comment dire, c'était d'une qualité de réflexion qui dépassait le militantisme, qui était vraiment une réflexion de type, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi. Comme ça. et donc là, effectivement, je crois qu'elles ont tourné de toute façon. Il y avait une équipe très très costaud. Et j'ai été... c'est formidable. C'était formidable de retrouver... Parce que, bon, les mouvements féministes, de temps en temps, ils vont, ils viennent, c'est comme une vague. Et là, ce que j'ai entendu la semaine dernière, c'était incroyablement rassurant. Voilà. Dans le monde où... C'était la deuxième édition du festival LV6. Voilà, exactement. La deuxième de la Parole errante. Voilà. Il y en aura une troisième, hein? Oui, non, mais je les ai vus hier dans le trottoir. Pas sur le trottoir, parce que je ne vais pas faire passer. Donc on va en discuter, voir ce qu'on fait. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le désastre. Il faut arrêter de dire qu'on est dans le désastre. Merci. D'abord, le désastre, de temps en temps, ça fait pas quelque chose dans lequel on se prend les pieds, parce qu'on veut essayer d'aider, il faut faire ce qu'on a à faire. Et moi, je trouve qu'au contraire, on est dans une période très, très intéressante. Voilà. Merci. Delphine Seyrig, parce que ça rejoint une discussion qu'on a eue
récemment avec Nadia Ringard, qui est aussi dans la salle. Carole Roussopoulos, effectivement, soulignait souvent la dette qu'elle avait à l'égard de Delphine Seyrig pour sa dimension en particulier révérencieuse, impertinente, donc sans concession, le fait qu'elle n'était pas du genre à comment dire, céder ou à être impressionnée devant les puissants. Voilà. C'était une formule qu'elle employait. Donc Carole Roussopoulos et ses amis et ses sœurs et ses frères. Je pense que cette conférence portait le nom de Carole Roussopoulos, mais qui est très très important, je vous conclue là-dessus, de la resituer dans toute une histoire des pratiques collectives. Merci. Merci.